Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Rebonjour tout le monde, ici Charles-Auguste au micro. J'ai envie de vous parler d'un move de communication que j'ai fait il y a 2 semaines environ pour essayer de prendre soin de moi. J'ai osé faire des demandes, puis c'était pas facile. V'là 2 semaines, j'étais dans une passe de douleur assez intense. Parce que j'avais un rhume, puis quand j'ai un rhume, ça booste beaucoup mes douleurs chroniques en lien avec l'inflammation dans mon corps qui augmente, puis que mon cerveau interprète comme de la douleur. Fait que quand j'ai un rhume, je me repose, là. Je fais pas grand-chose d'autre. J'alterne entre prendre des bains, aller marcher dehors, faire un feu, puis écrire dans mon journal, puis c'est pas mal ça, puis dormir. Et là, j'étais sur le bord du feu, puis je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire drette là, pour essayer de changer un peu mon état d'esprit. Parce qu'après une semaine de douleur intense, c'est très difficile de cultiver une qualité de présence ou un état d'esprit qui conserve une forme d'espoir. Tranquillement, de jour en jour, à force de douleur, c'est comme si ma conscience se referme, se resserre autour de la douleur, qui devient un peu comme le centre de gravité de ma conscience. Puis c'est bien difficile à ce moment-là de me sentir motivé ou positif ou joyeux. Ce que j'ai fait, j'ai pensé à qu'on a dans notre poche maintenant, toujours, un outil de transformation assez puissant à utiliser intelligemment qui s'appelle un cellulaire. Dans le sens où on peut contacter, écrire, appeler des gens pour créer du changement dans notre vie n'importe quand avec un cellulaire. Même si j'étais dans le fond de la campagne, je pouvais quand même créer des projets, des engagements, des demandes pour m'aider à retrouver le moral. Je me rappelle, il y avait un documentaire Netflix comment il s'appelle, Tony Robbins, qui s'appelle I Am Not Your Guru. Ça, c'était le nom du documentaire. Puis, il montrait des genres de retraites très intenses, de motivation qui se passaient dans un hôtel aux États-Unis, je pense, où tu avais comme, je sais pas, 2000, 4000 personnes dans une grosse salle. Puis Tony Robbins, il est sur scène, puis là, il motive le monde. Yes! Puis, OK, il faut aller chercher ce que vous voulez dans la vie, puis soyez authentique. Puis là, il fait des interventions live avec les gens du public. Puis là, il y a quelqu'un dans le public qui se lève, puis ils se mettent à discuter ensemble avec des micros, là. Puis je me rappelle plus exactement c'était quoi la situation, mais éventuellement, Tony Robbins, il dit « Hey, t'as-tu ton cellulaire avec toi? Sors ton cellulaire, puis live devant 4000 personnes, appelle ta blonde, puis laisse-la. » Moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça te prend dans ta vie. D'après ce que tu me dis, t'as besoin de faire ce move-là, puis c'est dur pour toi d'avoir le courage. Fais-le d'être là, avec nous autres. On est 3999 personnes, on va te backer. Bon, premièrement, je tiens à dire, je recommande pas nécessairement ce genre de move, mais c'est intéressant de voir la puissance
du changement qu'on peut créer dans notre vie à partir de juste un coup de téléphone. Et donc, le documentaire, on voit que la personne le fait. Il appelle sa blonde, puis live devant tout le monde, il la laisse. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais ça m'a marqué sur le fait que, oui, dans le fond, un téléphone, ça peut être un outil pour réorienter sa vie de façon assez puissante, même quand on n'a vraiment pas beaucoup d'énergie, dans le fond. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est composer le numéro, puis le porter à ton oreille, puis parler. Fait que pour moi, qui était super fatigué, puis un peu aplati, effoiré à cause de ma tristesse, puis de ma douleur, je me disais, hey, c'est vraiment un bon outil. Encore faut-il savoir quand s'en servir, parce que on sait qu'il y a des gens qui peuvent texter des affaires à 2 heures du matin qui ne sont pas nécessairement respectueuses. Là. Fait que je vous invite à utiliser cet outil puissant avec sagesse et discernement. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, là, j'ai besoin de liens. Je suis à campagne, j'ai pas vraiment de lien amicaux présentement, puis j'ai bien mal au dos. Ça me ferait tellement du bien d'avoir de l'écoute puis du support. Puis c'est une chose au téléphone, puis en personne, ça sera encore mieux, mais les deux sont des options intéressantes. Et je lisais beaucoup à ce moment-là sur des nouvelles approches pour se libérer de la douleur chronique, qui sont, par exemple, l'approche de Pain Reprocessing Therapy. Fait que thérapie de reprocessing de la douleur. Là. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est toutes des approches qui mêlent de la pleine conscience somatique dans le corps avec différentes formes de méditation puis de visualisation. Puis je le savais que c'était bon pour moi de faire ça, puis ça m'aidait. Mais j'ai pas l'énergie, puis c'est pas motivant de s'asseoir quand t'as méga mal depuis une semaine, puis de faire, bon, je vais aller respirer dans ma douleur. Je le faisais, mais je n'étais pas motivé. Je me suis dit, hey, si je fais ça, ces exercices-là de méditation, de pain reprocessing, mais j'ai fait avec quelqu'un d'autre, avec un ami, avec une amie. Ça peut être au téléphone, ça peut être en personne. Ça va être bien plus motivant parce que je vais me savoir et me sentir, en fait, supporté. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Il y avait une étude scientifique qui avait, en sciences sociales, démontré que statistiquement, si tu amènes quelqu'un puis tu lui demandes d'évaluer la hauteur d'une montagne, je ne sais pas s'il fallait qu'il évalue comme le temps que ça lui prendrait pour grimper ou carrément la hauteur en mètres, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on demandait à un cobaye d'évaluer la hauteur d'une montagne. Ben, quand il était avec un ami de confiance en bas de la montagne, les gens systématiquement évaluent la montagne comme plus petite, comme plus facile à monter. Le fait d'être avec quelqu'un sécurise et donne confiance en notre capacité de faire les choses et nous font paraître les défis comme davantage surmontables. Fait que je me suis dit, pour moi, ça c'est un gros défi de faire ces exercices-là de méditation sur la douleur. Je le sais que ce serait bon, mais c'est vraiment un défi. Si je le fais avec quelqu'un, ça va être beaucoup plus facile, puis ça va être bénéfique pour me ramener dans mon vagal ventral. Fait que ça va être bénéfique à plein de niveaux. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone. Dans mon cas, je n'ai pas appelé. Je trouve ça plus facile de faire des messages vocaux quand j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Fait que j'ai fait 10 messages vocaux à 10 personnes différentes à qui je demandais une demi-heure d'écoute téléphonique dans la semaine qui suivait et que cette écoute-là serait vraiment orientée pour faire ces exercices-là de reperception de la douleur avec moi. Donc, une écoute téléphonique unidirectionnelle pour me supporter dans ma pratique d'exercice en lien avec le développement du bien-être dans mon corps. Et tabarouette, ça m'a pris 10 minutes en tout, à peu près 1 minute par message. Puis je vais vous dire le message environ que j'ai envoyé, là.
Fait que c'est un message vocal, je vous l'enregistre comme si tu t'appelais Carole, mettons. Il n'y a pas de Carole dans mes amis, mais mettons que c'est Carole, je vous dis le message. Hey, allô Carole, c'est Charles-Auguste. J'espère que ça va bien, que tu passes une bonne journée. Moi, ces temps-ci, je suis dans un bout vraiment tough avec la douleur, puis je me rends compte que ça m'aiderait de pouvoir faire mes exercices de méditation sur la douleur, euh, accompagné par quelqu'un d'autre. Que la personne soit là pour m'entendre, puis me donner de l'écoute pendant que je fais mes exercices. Fait que je viens vers toi pour voir si c'est quelque chose qui ferait du sens pour toi, si tu aurais l'élan de tout ça. Par exemple, je te propose, si tu as l'élan, on pourrait se trouver une demi-heure au téléphone la semaine prochaine où tu me donnes de l'écoute par rapport à ma douleur. Évidemment, tout ça est très flexible, puis le plus important, c'est que tu te respectes. Je voulais juste te dire que c'est quelque chose qui me ferait du bien. Fait que prends soin de toi. Au plaisir de se relancer là-dessus. Salut. Donc, j'ai envoyé un message de même à 10 personnes, à peu près. Puis, déjà, quand c'était fait, déjà, je sentais un apaisement en moi. Le fait d'imaginer ces personnes recevoir mon message, m'écouter, me répondre, même si la réponse n'était pas oui, mais plutôt peut-être j'ai pas le temps la semaine prochaine ou non, j'avoue que je suis pas à l'aise avec ça, mais merci de l'avoir demandé. Quelle que soit la réponse, il y avait déjà un apaisement en moi de savoir que 10 amis allaient écouter ces messages et me revenir. Puis là, tranquillement, je suis resté sur le bord du feu, puis là, les retours ont commencé à popper. Puis il y avait des gens qui avaient pas envie de contribuer, puis c'est bien correct, puis je suis vraiment content qu'ils soient respectés. Puis il y a des gens qui avaient envie. Dès ce soir-là, j'ai déjà pris comme 4 rendez-vous pour aller chercher de l'écoute la semaine d'après, puis je les ai mis les 4 dans mon calendrier. Et de savoir que 4 personnes qui sont chères à mon cœur m'attendaient déjà pour me donner de l'écoute la semaine d'après, déjà, ça crée une relaxation en moi. Ça crée une sécurité. Et j'ai reçu cette écoute. Au final, il y a peut-être eu 6 personnes dans la semaine qui m'ont donné de l'écoute. Ça a fait du bien en tabarouette. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, en réalité. Je suis simplement rendu à un endroit dans ma vie que, par moment, mon système nerveux est tellement fatigué que ces exercices-là de méditation sur la douleur, je ne suis plus vraiment capable de les faire seul. Par moment, j'atteins un niveau de fatigue assez grand que j'ai un besoin de support, j'ai un besoin de soutien. Et de le faire avec d'autres, ça me permet d'aller toucher la stabilité intérieure, la sécurité intérieure, pour faire ces exercices sans être emporté à toutes les 2 secondes par des pensées dramatisantes ou l'envie d'aller manger du chocolat. Et le plus fascinant là-dedans, c'est que même pour les personnes qui m'ont donné de l'écoute, plusieurs m'ont partagé que ça a contribué à leurs besoins, à eux ou à elles. Par exemple, il y a une personne qui m'a partagé qui est en train de suivre une formation sur la pédagogie informée par les traumas dans une université quelque part. Et elle me dit, dans sa formation, il fallait qu'elle se donne un peu une intention pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et une de ces intentions, c'est de pratiquer sa capacité d'écoute et de présence et d'empathie auprès des autres. Fait qu'elle, que je la contacte pour lui demander ce support-là, ça fitait parfaitement dans son besoin de maîtrise, de sa capacité d'empathie, dans son besoin d'apprentissage, dans son besoin d'autonomie par rapport à ses compétences. Et donc, c'est tellement une situation gagnant-gagnant. Pour une autre personne chez qui j'ai été hier, en fait,
Il me dit que ça l'a touché parce que lui aussi, dans sa vie, essaye de se connecter plus à ses sentiments, se connecter plus à ses émotions, ses besoins. Et de me donner cette écoute-là, ça l'a motivé, ça nourrit chez lui un besoin de motivation, puis je pense qu'il était quand même ému de pouvoir assister à cette méditation, écoute-là pour moi. Puis ça nourrit des besoins. Puis ainsi de suite, chaque personne me partageait que ça nourrit des besoins chez eux ou elles de me donner ce support-là. Des fois, c'était des besoins de lien. Des fois, c'était des besoins de profondeur et d'humanité. Des fois, c'était des besoins de douceur. Donc, plusieurs sortes de besoins. Et pour moi, cette situation-là est tellement une belle représentation de la force des demandes, d'oser demander. Je veux vous dire, ça se peut qu'on soit interrompu un petit peu par le bruit d'une scie ou d'un marteau, parce que je suis dans une maison présentement où il y a des rénovations. Mais je décide d'enregistrer quand même le podcast. Puis si on est dérangé, on va respirer là-dedans. Il y avait un leader spirituel dans un ashram proche de l'autoroute de l'Himalaya. C'est comme un ashram où tu entendais le bruit des autos qui passaient, qui disait « Si on n'est pas dérangé par les sons extérieurs, de toute manière, on va être dérangé par nos pensées intérieures. » Fait que c'est le même exercice. Accueillir, revenir à l'objet de la méditation. Fait que ça se peut qu'on soit dérangé par des si, mais on va faire comme si on était dérangé par nos pensées. On va respirer là-dedans. OK, donc cette situation-là, de voir la demande comme un don qu'on fait à l'autre et non comme quelque chose qu'on vient enlever à l'autre, c'est un concept qui me parle beaucoup. C'est le concept de dana, D-A, avec un genre de petit apostrophe bizarre sur le dessus, là, N-A. En termes pali ou sanskrit, ce mot signifie don ou générosité. Et c'est un thème central dans les traditions bouddhistes et hindouistes. C'est une tradition qui est surtout le dana, qui est surtout présente dans le bouddhisme Theravada, l'école des anciens, mais sa pratique a continué jusqu'à maintenant sous une forme très spécifique qui s'appelle la pratique du bol à aumône. Puis ça, c'est une pratique qui a commencé à l'époque genre du 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du Bouddha historique, puis qui s'est maintenue sans interruption jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Myanmar, Laos, Cambodge, etc. Certaines régions de l'Inde. Donc, le dana et le bol à aumône, c'est de dire que, en réalité, en fait, c'est pas compliqué, c'est des moines qui, pour manger, prennent un bol, puis vont dans la rue et pour manger, attendent que des passants et passantes leur donnent de la nourriture. Donc le bol à aumône. Et c'est pas considéré comme de la mendicité au sens occidental du terme, là, le fait de mendier, mais plutôt comme un service mutuel. C'est comme si le moine se dit que en tendant son bol en silence, il ne demande pas une faveur à l'autre. Il n'est pas dans une posture inférieure. « Ah, s'il te plaît, donne-moi de la bouffe. » Il donne en réalité à l'autre la possibilité de nourrir son besoin de contribution au bonheur des autres. La possibilité de nourrir son besoin de sens en aidant quelqu'un. Et donc, le donateur, la donatrice est le bénéficiaire de cette pratique spirituelle et non la personne qui reçoit. Donc, c'est vraiment la personne qui donne qui est considérée comme recevant le cadeau le plus précieux, l'occasion de pratiquer le détachement matériel, donc de donner, de ne pas trop s'attacher à ce qu'on possède, et la compassion. Donc, c'est de voir une demande comme un don à l'autre, parce qu'on lui donne la possibilité de nourrir des besoins précieux, comme le besoin de contribution.
pour moi, cette vision de la demande est celle que j'essaye de cultiver pour toutes les demandes dans ma vie. On s'entend que en pratique, c'est pas tout le temps facile. Puis on va parler un peu de la juste place des demandes et de ce que moi, j'essaie d'optimiser quand je fais une demande. Oh! Premier coup de scie. Donc, je vais vous parler de ma vision des demandes pour les 5 à 10 minutes qui nous restent. L'idée est que pour être vraiment vécu dans l'esprit du dana, le moine qui tend le bol à aumône ne doit pas être dans l'attente. Il ne faut pas qu'il soit frustré si quelqu'un lui donne rien. Il ne faut pas qu'il en veuille. Il ne faut pas qu'il insiste pour que les gens lui donnent. Il doit être dans une demande dont on se détache du résultat et qui cultive d'abord la qualité du lien. Je vous lis un petit extrait d'un livre de Marshall Rosenberg qui vient parler de cette vision du don et de la demande. Ouvrez les guillemets. Le donateur est comblé car, par son geste, il a contribué au bien-être de l'autre. Le premier l'apprécie, la personne qui reçoit, sans craindre les arrière-pensées qui accompagnent les dons motivés par la peur, la culpabilité, la honte ou l'appât du gain. L'approche de la communication non violente est d'obtenir ce que nous voulons pour des raisons que nous ne regretterons pas plus tard. Fermez les guillemets. Donc, les raisons qu'on pourrait regretter plus tard, mais qui nous permettraient d'obtenir ce qu'on veut, c'est par exemple de cultiver, on respire. Les raisons qu'on pourrait regretter, par exemple, c'est de cultiver chez l'autre, pour motiver son don, de la peur, de la culpabilité. « Hey, là, tu devrais donner, là, parce que sinon, tu n'es pas une bonne personne. » Ou « Hey, ben, tu sais, si tu donnes pas, tu vas aller en enfer. » Ou de la honte, etc. Donc ça, c'est des raisons qui, oui, peuvent motiver les autres à nous donner, mais à quel prix? Ben, le prix est très simple, c'est corrosif pour la relation. Si en appelant mes amis, en leur demandant de l'écoute, j'étais dans une attente qu'ils disent oui, au point où un non aurait éveillé en moi non seulement de la déception, mais une sorte de frustration orientée contre l'autre, une sorte de reproche à l'autre. Oh, là, je suis plus dans la demande responsable. Je tends tranquillement vers l'exigence pour que la demande puisse être vue à travers ce paradigme de don à l'autre. Vraiment, ma demande est un don pour toi. Marshall Rosenberg, il dit d'un fois, arrivez avec vos demandes avec l'énergie d'un Père Noël. Ho, 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 voici mes cadeaux, c'est des demandes pour vous. Ben, c'est ça, pour être dans cette énergie-là, il ne faut pas que je sois attaché à un résultat. Ce qu'il appelle en anglais outcome agnostic. Donc, outcome, c'est le résultat. Et agnostic, c'est être agnostique dans la religion, par exemple, c'est de ne pas savoir si Dieu existe ou non. De ne pas savoir, de ne pas être attaché à une version ou l'autre. Donc, outcome agnostic, c'est de dire je fais l'action sans m'attendre à un résultat spécifique ou sans être attaché à un résultat spécifique. C'est la même chose avec les exercices sur la douleur chronique. Tous les exercices de méditation, puis de pain reprocessing, puis les exercices pour essayer de cultiver de la sécurité dans notre corps face à la douleur chronique doivent être outcome agnostic. Quand je fais l'exercice, je ne dois pas vouloir à tout prix aller mieux. Il faut que si je médite une demi-heure, puis après une demi-heure, j'ai aussi mal, ben c'est correct. Parce que si à chaque
à chaque 20 secondes, je suis comme, hey, là, j'espère que ça va marcher, là. J'espère que ma douleur va descendre, là, parce que là, je me force, là. Il faut que ma douleur descende, là, parce que là, je suis en train de méditer, là. Fait que là, il faut que ma douleur descende, là, parce que là, je médite. Ben, vous voyez qu'il y a une tension dans mon système qui va empêcher la douleur de descendre, justement, en cultivant de la frustration, en cultivant de la peur, que la douleur ne descende pas. Donc, la demande, pour moi, pour être responsable, doit être outcome agnostique. On pourrait dire doit être indépendante du résultat, doit être dans le dana. Donc, de dire, je donne à l'autre la possibilité de nourrir son besoin de contribution. S'il veut, c'est génial. S'il veut pas, c'est parfait. Donc, les deux alternatives sont parfaites. Sinon, je suis revenu au point de départ. J'avais pas quelque chose, puis là, je l'ai encore pas. C'est bien correct, j'ai rien perdu. Donc, avec mes amis, c'est vraiment dans cette optique-là que j'essaye d'aborder mes demandes. Ne pas me gêner pour demander, dans la mesure où je le fais d'une manière qui cultive en moi la sécurité que l'autre va se sentir libre de dire oui ou non en fonction de son élan. Et d'un fois, pour me sécuriser encore plus, je vais le verbaliser. Je vais le dire. Hey, je veux juste que tu le fasses, que tu dises oui, si tu en as sincèrement l'élan. Ne le fais que si ça fait du sens pour toi. Je t'invite vraiment à te respecter là-dedans. Tu me diras, pour vrai, là, est-ce que tu en as l'élan? Donc, je vais vraiment clarifier auprès de l'autre que ma demande est l'expression d'une préférence pour nourrir mon besoin. Mais ce n'est pas une exigence et je ne suis pas dépendant de l'autre pour nourrir mon besoin d'une manière qui fait que si il ou elle dit non, je vais en vouloir. Non, pas du tout. Je pensais à toi, je me disais, « Hey, ça serait le fun si cette personne-là me donnait de l'écoute en lien avec ma douleur. Je vais en parler. Peut-être que ça va nourrir son propre besoin de contribution. Je vais en parler. Peut-être que ça va mener à une autre idée que je n'avais pas pensée, qui pourrait nourrir son besoin et le mien aussi, dans une autre forme. » Donc, ce n'est pour moi une demande que l'expression d'une stratégie préférée pour nourrir mes besoins, et je veux que ce soit aussi nourrissant pour l'autre. Marshall Rosenberg disait souvent « N'acceptez aucun don qui est motivé par autre chose que le pur plaisir de donner. » Si quelqu'un veut vous donner quelque chose et vous sentez que c'est parce qu'il a peur de vous décevoir s'il ne vous le donne pas, acceptez pas. Parce que vous allez le payer plus tard. Vous allez le payer parce que bâtir des relations interpersonnelles sur la base de la peur de décevoir, ça fait pas des enfants forts. Ça fait pas des relations interpersonnelles qui vont se déployer dans la paix et l'harmonie à long terme. Parce que ça fait après ça que l'autre risque de s'attendre à un retour, parce qu'il s'est dit, ben là, moi j'y ai donné, j'avais pas envie pantoute de le faire, il donnait son écoute, mais je l'ai fait. Ça veut dire que moi, quand je vais demander à Charles-Auguste de m'aider à déménager, ben il faut qu'il le fasse, même s'il n'a pas envie. Parce que moi, je l'ai fait, puis moi, j'avais pas envie de donner de l'écoute. Fait que je m'attends que même s'il n'a pas envie à m'aider à déménager, il faut qu'il le fasse. Vous voyez? Fait que j'essaie aussi dans ma vie de n'accepter aucun don qui est motivé par autre chose que le pur plaisir de donner. On respire. J'ai envie de vous partager le sens pour moi de faire ce podcast maintenant, même s'il y a des rénaux à côté. J'avais vraiment à cœur de vous partager l'anecdote en question, puis de vous parler des demandes. Puis j'avais pas vraiment d'autre place disponible pour enregistrer le podcast qu'une pièce à côté de rénovation. Fait que je le fais parce que ça me tient vraiment à cœur ce que je vous partage. Et donc, pour moi, il m'est arrivé dans ma vie de recevoir des dons et d'aller vérifier. Hey, je veux juste être certain
qu'est-ce qui est là derrière toi, derrière ce don? C'est quoi le sens pour toi de ce don? Qu'est-ce qui motive ce don? Parce que j'ai besoin de sécurité. Avoir la sécurité de savoir que l'autre me fait ce don-là, ça sera pas long. Avoir la sécurité de savoir que ton don est motivé par le plaisir de donner. Et je vais le vérifier d'un fois, parce que moi, j'ai envie de cette sécurité-là, parce que j'ai envie de prendre soin de mes relations et je trouve que ce sont les échanges, des dons motivés par un élan de contribution sincère qui cultivent les plus belles relations. Fait que je vais vous jouer un petit peu de banjo, puis on va se laisser là-dessus. Je vous encourage, pour prendre soin de vous, à considérer la possibilité de faire des demandes en les voyant non pas comme une pression qu'on met sur l'autre, non pas comme quelque chose qu'on arrache à l'autre, mais comme un don que vous faites à l'autre pour nourrir ses besoins.